Aujourd'hui, on va décortiquer un livre qui a fait l'effet d'une véritable bombe en 1971. Je parle de L'homme subjugué d'Esther Villard. C'est une œuvre, disons, qui a complètement dynamité les discours sur le genre à l'époque. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on va explorer une thèse qui a vraiment secoué les mentalités. Alors, pour bien commencer, voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Imaginez un instant. Et si toute l'histoire qu'on nous raconte sur le pouvoir entre les hommes et les femmes, eh bien, si cette histoire était non seulement fausse, mais carrément l'inverse de la réalité? C'est de là que part Esther Villard. Un point de départ, on peut le dire, pour le moins audacieux. Et là, attention, voilà sa thèse principale. Et elle n'y va pas par quatre chemins. Pour Villard, les femmes ont littéralement dressé les hommes à devenir leurs esclaves. Oui, comme Pavlov avec ses chiens. Elle dit en gros que les femmes ne sont pas du tout les opprimées, mais au contraire qu'elles sont les maîtresses d'un système qu'elles ont bâti pour leur propre profit. En 1971, je vous laisse imaginer le choc. Bon, première partie, une thèse qui a choqué en 1971. Pour vraiment comprendre l'onde de choc, il faut se remettre dans le bain de l'époque. On est en plein dans la deuxième vague du féminisme. C'est un moment clé où on parle énormément de l'oppression systémique des femmes. Et c'est pile à ce moment-là que Villard arrive avec son livre qui dit tout le contraire. Et regardez ce tableau, c'est saisissant. D'un côté, on a le discours dominant des années 60, un système d'oppression masculine, les femmes sont la classe opprimée, on appelle à la libération. Et de l'autre, Villard qui dit « Non, le système c'est une domination féminine, les hommes sont la classe asservie » et elle critique une forme d'exploitation par les femmes. Ce n'est pas une petite correction, c'est une inversion à 180 degrés de tout ce qui se disait. Ok, deuxième point. Entrons un peu plus dans le détail de sa vision. La femme vue comme le maître. Comment est-ce qu'elle l'a décrit dans ce système? Alors là, il faut complètement mettre de côté l'image de la victime. Pour Esther Villard, la femme, c'est l'architecte, et surtout, la principale bénéficiaire de toute la structure sociale. Et elle appuie ça avec plusieurs points. Selon elle, les femmes possèdent la majorité des richesses. Elles vivent plus longtemps, en meilleure santé, elles sont libérées du travail salarié. En fait, elles monnaient le sexe et l'affection contre une sécurité matérielle. Et hop, dispensées de produire les ressources du pays. C'est ça le tableau qu'elle dresse. Mais ça ne s'arrête pas là, elle va jusqu'à définir ce qu'elle appelle la nature de la femme. Pour elle, la femme est le maître. Elle la décrit comme peu créative, improductive, avec des intérêts qui se limitent à l'amour, la beauté, le foyer. Elle dit qu'elle préfère le ressenti à la compréhension et que ses outils principaux, ce sont la vénalité et la manipulation. C'est un portrait au vitriol, vraiment sans concession. Allez, troisième partie. On a vu le maître, maintenant passons à l'autre côté de l'équation, l'homme en tant qu'esclave. Si la femme est le maître, quelle est la place de l'homme là-dedans? Et la phrase qui résume tout, c'est celle-là. L'homme subjugué est un esclave heureux. C'est ça la clé de sa pensée. Il n'est pas juste un esclave, il est content de l'être. Pourquoi? Parce qu'il a été conditionné depuis tout petit à trouver son bonheur, le sens de sa vie même, dans le fait de servir, de travailler non-stop pour le confort des femmes. Premier exemple qu'elle donne, La guerre. C'est simple, les hommes y sont envoyés, pas les femmes. Pour elle, c'est la preuve que ce sont eux qui assument les risques physiques ultimes pour la société, les risques mortels. Autre point qui est assez parlant, la retraite. Les hommes partent à la retraite plus tard, alors qu'ils ont une espérance de vie plus courte. Selon Villard, ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que le système est fait pour extraire le maximum de travail d'eux jusqu'au bout. Ensuite, l'argent. Elle avance que l'homme travaille plus, mais qu'au final, il est plus pauvre. Comment c'est possible? Son explication est simple. L'argent gagné par un homme, c'est pour toute la famille. L'argent gagné par une femme, c'est pour elle et ses enfants. La destination des revenus n'est pas la même. Et là, on arrive à un point crucial de sa thèse, le contrôle sur la reproduction. Elle dit que, dans les faits, ce sont les femmes qui ont le dernier mot. Elles décident si oui ou non il y aura un enfant, et ce sont elles qui, au final, en ont la garde. L'homme, lui, se retrouve avec très peu de pouvoir sur sa propre descendance. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment ça marche? Comment ce système de domination peut-il tenir debout? Quels sont les outils, les mécanismes qui font que ça dure? C'est ce qu'on va voir maintenant. Selon Villard, les méthodes sont assez simples, mais terriblement efficaces. D'abord, on caresse l'ego de l'homme. On lui donne une confiance en lui qui est un peu artificielle. On feint la fragilité, l'impuissance, pour qu'il ait envie de protéger. Et puis, bien sûr, le sexe est utilisé comme une sorte de récompense, la fameuse carotte pour le faire avancer. Et tout ça, ça ne sort pas de nulle part. Pour elle, le conditionnement commence dès l'enfance. C'est un processus en plusieurs étapes. La mère donne un amour inconditionnel à son fils. Ça lui donne confiance en lui. Cette confiance lui donne la force de travailler. Et au final, il travaille pour qui? Pour subvenir aux besoins de toutes les femmes qui l'entourent. Le piège, selon elle, se referme très tôt. Et cette différence de traitement, on la retrouve dans l'éducation.
Pour les garçons, l'objectif est clair, les rendre forts pour qu'ils puissent travailler et subvenir aux besoins des autres. Pour les filles, l'objectif est tout autre, leur apprendre à maîtriser l'art d'obtenir ce qu'elles veulent des autres sans rien donner en retour. De programme éducatif, de buts opposés. Forcément, avec des idées pareilles, on se doute bien qu'elle ne va pas être tendre avec le féminisme de l'époque. Et en effet, sa critique est frontale, sans détour, et elle s'attaque directement aux fondations du mouvement. Alors, que dit-elle sur l'égalité ? Eh bien pour elle, cette demande est hypocrite. Elle soutient que les femmes fuient en réalité les opportunités de faire leurs preuves, qu'elles préfèrent demander l'égalité de façon abstraite, dans des réunions inutiles. Et surtout, elle affirme qu'il ne leur vient jamais à l'esprit qu'elles pourraient être responsables de leur propre situation. En gros, elle les accuse de ne pas vouloir admettre le pouvoir qu'elles ont déjà. Et on arrive à la dernière partie, l'héritage de cette controverse. Parce que, bien sûr, un livre comme ça ne sort pas dans le silence. Ça a déclenché un véritable ouragan. Une tempête médiatique, des débats partout, les réactions étaient extrêmement vives. Alors, une des critiques principales qu'on a faites au livre, et c'est important de le noter, c'est son manque de chiffres, de données concrètes. Ces affirmations sont très fortes, très directes, mais elles sont rarement soutenues par des preuves factuelles. C'est plus une sorte de pamphlet basé sur l'observation qu'une étude sociologique rigoureuse. Et pourtant, malgré ce manque de rigueur, certains ont salué son courage. Par exemple, l'auteur du résumé qu'on a étudié pour cette analyse lui met une très bonne note, 8 sur 10. Pas pour la justesse de l'analyse, attention, mais pour ce qu'il appelle la violence et le courage tout simplement ébouriffant du livre, pour avoir osé, en fait, secourir les idées reçues. Et ce courage, elle l'a payé très cher. Il faut savoir que la réaction a été d'une violence inouïe. Esther Vilar a reçu des menaces de mort, elle a subi des agressions physiques. Ça montre à quel point elle a touché un nerf sensible, à quel point le sujet était et est toujours explosif. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Au fond, qu'on soit d'accord ou pas du tout avec Esther Vilar, son livre nous laisse avec cette question. Quand un récit aussi radical vient tout bousculer, qu'on l'accepte ou qu'on le rejette en bloc, est-ce que ça ne nous force pas, au final, à regarder de plus près ce qu'on croyait être la vérité ? Et c'est peut-être ça, la vraie force d'un livre si controversé, nous obliger à questionner nos propres certitudes.